Shannon Seban, bonjour. Bonjour Monsieur Barbier. On va parler bien sûr lutte contre l'antisémitisme, mais on va commencer par ce claquement de porte de François Bayrou qui annonce hier qu'il n'entrera pas au gouvernement. Il ajoute devant des responsables MoDem qu'une démarche d'humiliation a été enclenchée à son encontre. Comment analysez-vous cette crise ? Écoutez, je crois que on ne peut pas qualifier cela de crise. Faire un remaniement, ça demande beaucoup de temps. Ce ne sont pas des décisions qu'on prend à la légère. Ça fait un mois quand même. Ça fait un mois, je l'entends. Sous la je l'entends, effectivement. C'est extrêmement long et j'ai une pensée effectivement pour les ministres délégués et pour les secrétaires d'État qui sont actuellement en l'attente d'une réponse. Les collaborateurs également par ailleurs, puisque le temps est suspendu pendant une période. Mais on ne prend pas un remaniement à la légère. Et on le voit bien, le Premier ministre Gabriel Attal, le président de la République Emmanuel Macron ont déjeuné, se sont vus à plusieurs reprises justement pour être sûrs de placer les bonnes personnes aux bons endroits. Il y a par ailleurs des équilibres politiques à respecter et je crois qu'on va se dire les choses sans aucune ambiguïté. Si M. Bayrou pouvait prétendre à un poste au sein du gouvernement, c'est parce qu'il y a des équilibres politiques à respecter. Maintenant, moi, je ne suis pas dans le secret des échanges. Si sa candidature n'a pas été retenue, cela ne m'appartient pas. Il y a quand même visiblement un problème de ligne. C'est-à-dire qu'il y a un virage à droite qui déplaît à François Bayrou. Est-ce que vous le constatez, ce virage à droite ? Si virage à droite il y a, c'est parce que la société l'impose et l'exige. En revanche, je crois qu'on a un président de la République qui a toujours eu à cœur, et je vous le dis en tant qu'élu dans le 93, dans le Seine-Saint-Denis, qui a toujours eu à cœur de maintenir ce en même temps. Et quand on regarde les annonces qui ont été celles du Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, je crois qu'on peut voir effectivement un certain nombre de mesures sociales. Et moi, je trouve qu'effectivement, oui, et sans langue de bois, on a aujourd'hui ce en même temps qui est encore présent. Et c'est d'ailleurs pour cela que je suis membre de Renaissance. François Bayrou pointe aussi un autre risque, la coupure, le gouffre entre gouvernants et gouvernés, et entre Paris et province. Est-ce que là, vous le sentez aussi, ce problème ? Ce problème-là, il a toujours existé. Il menace tous les pouvoirs. Il menace tous les pouvoirs. Au bout de 7 ans. Absolument. Et cette fracture-là et ce sentiment de déconnexion entre effectivement Paris, la province, entre les zones urbaines et les zones rurales, elle existe. Comment on corrige ? C'est une réalité en allant sur le terrain. En allant sur le terrain matin, midi et soir. La crise des agriculteurs, c'est une crise qui était latente depuis des années. On le sait bien, parce qu'il y a un sentiment d'abandon de la part des agriculteurs, alors même qu'il y a certaines réponses qui ont été apportées. On a eu les lois Egalim sur la revalorisation des rémunérations, etc. Mais ce sentiment de déconnexion, il est légitime. Et s'il existe, on se doit de pouvoir y répondre. On se doit de pouvoir reconnaître que oui, il y a des erreurs qui ont pu être faites à un certain moment et apporter les réponses nécessaires. Et la consultation et le terrain, c'est pas seulement quand ça va mal, c'est tout le temps. Il y a un dernier phénomène à l'œuvre, le président ne pourra pas se représenter, donc forcément, chaque écurie essaye d'avancer ses pions. Il y a Horizon, il y a MoDem, il y a Renaissance. Vous sentez ces forces centrifuges à l'œuvre ? Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a des membres du gouvernement qui sont à l'action, qui sont à l'œuvre, qui ne ménagent pas leurs efforts pour faire avancer leur dossier. Alors oui, les spéculations vont bon train. On pense à la suite. Parce que ça va très vite, et je vous le dis, j'ai 500 adhérents sous ma responsabilité en Seine-Saint-Denis, je vois effectivement qu'il y a une volonté de se mobiliser dans le cadre des prochaines élections. Mais je crois que chaque chose en son temps. Les élections européennes se tiennent désormais dans quelques mois, c'est un scrutin majeur, et j'appelle toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui à ne pas renoncer à ce scrutin, parce qu'on l'a bien vu ces dernières années, avec l'Europe, on peut faire beaucoup de choses, sans l'Europe, on ne fait rien. Donc c'est un scrutin majeur, mais étape par étape. On n'a pas la tête de liste d'ailleurs, Renaissance. Ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. Je ne suis pas là encore dans le secret des dieux, mais je pense que là encore, compte tenu de l'enjeu du scrutin, compte tenu des premiers sondages qui placent par ailleurs le Rassemblement national en tête, il faut pouvoir choisir la bonne personne. C'est toujours une question de temps. Aller trop vite, ce n'est jamais une bonne solution. Alors hier, il y avait cette cérémonie en hommage aux victimes du 7 octobre. Cérémonie réussie, sobre, belle, mais quelle est son utilité profonde ? Cette cérémonie, elle était particulièrement attendue. Et si le président de la République n'avait pas rendu hommage aux 42 victimes françaises, on le lui de façon très sincère, on le lui aurait reproché. On lui a reproché d'attendre longtemps d'ailleurs. Et on lui a reproché d'attendre longtemps. Maintenant, vous savez, moi, en toute sincérité, je me suis posé la question de ce délai de 4 mois. Est-ce que finalement, il fallait faire un hommage au bout de 4 mois ? Eh bien oui, parce que quand on perd un enfant, quand on perd un frère, une sœur, un parent, dans une attaque si abominable, il y a aussi un délai de décence à respecter dans le cadre du deuil. Pour avoir vécu un deuil de façon très intime, mon père est décédé il y a 4 ans maintenant, même après 4 ans, on ne s'en remet pas. Et je crois qu'il y a un délai à respecter.
Et faire un hommage dans les 1 mois, moi, je pense que ça aurait été peut-être un petit peu trop précipité, alors même que la guerre continue de sévir entre Israël et la Palestine. On voit depuis le 7 octobre une déferlante d'antisémitisme nouveau dans notre pays. Est-ce que cette cérémonie peut aider à éveiller les consciences ? Oui, oui et oui. Et moi, ce que j'ai vu hier, c'est que la nation était unie pour rendre hommage aux victimes françaises du terrorisme. Mais c'est un débat beaucoup plus large qui se joue derrière. L'enjeu est majeur. Vous savez, l'antisémitisme, c'est un combat qui doit se mener tous les jours. Pas seulement le 7 octobre, pas seulement après le 7 octobre. On l'a bien vu le 7 octobre, je vous le dis comme je le pense, ça n'a été qu'un alibi pour faire ressurgir les clichés antisémites les plus abjects. Près de 1500 actes qui ont été recensés en France après le 7 octobre suite à ces attaques-là. C'est-à-dire plus que toute l'année précédente cumulée. Plus que toute l'année précédente cumulée. Et c'est assez symptomatique de ce que représente l'antisémitisme. C'est tuer le juif parce que juif. Vous le voyez dans le 93, dans le 9-3, comme on dit, cet antisémitisme maintenant dans la rue, s'assumer ? Je me refuse et vous n'entendrez jamais, vous ne m'entendrez en tout cas jamais dire que dans le 9-3 on a plus d'antisémitisme qu'ailleurs. Alors il est vrai, il faut le reconnaître et puis les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a eu une alia interne de certains juifs, de certaines communautés qui ont décidé de partir s'installer à Paris, dans l'ouest de Paris, par ailleurs dans des communes telles que Levallois, Courbevoie, etc. Mais n'allons pas stigmatiser le 93. L'antisémitisme, il se joue dans toutes les régions de France. Il se joue en Europe, il se joue dans le monde entier. Même si quantitativement, les actes recensés, il y a certains départements plus touchés que d'autres. Il y en a plus touchés que d'autres, mais n'allons pas stigmatiser. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Vous savez, aujourd'hui, l'antisémitisme, il prend des formes encore plus sournoises, sur les réseaux sociaux notamment. On va en parler. Et ça, c'est un véritable problème. Mais vous appelez la communauté juive francilienne à ne pas ignorer le 9-3 et à revenir peut-être. À revenir, bien évidemment. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les Juifs de France ont toute leur place dans ce pays. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut pas céder face à la peur. Parce que c'est donner raison à la lâcheté et à la bêtise. Il n'y a pas de no-go zone pour les Juifs en France. Il n'y a pas de no-go zone. Il faut affirmer son judaïsme. Et je crois qu'après le 7 octobre, on se doit d'être encore plus fier de son judaïsme. Vous savez, moi, j'ai jamais fait étalage dans la presse ou dans les médias de mon judaïsme. Pour moi, ça devait relever de la sphère privée. Ça ne regardait que moi. Mais pourtant, quand j'ai été moi-même victime d'antisémitisme, que fallait-il faire, se cacher ? Non. Alors vous êtes harcelé depuis plusieurs mois, depuis juillet dernier, par Boris Lelay, un Français exilé au Japon, récidiviste de l'antisémitisme. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pourquoi vous ? Pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi à ce moment-là, on était la fin juillet, un vendredi soir, je mangeais un très bon plat de Shabbat en famille et puis on me signale sur les réseaux sociaux que mon nez ferait l'objet de déchaînements de passion. Et là, je vois, un de mes abonnés me signale qu'il y a un article de presse qui circule sur moi en disant cette phrase-là qui m'a particulièrement marquée et qui dit que même si vous voulez oublier qu'elle est juive, son nez vous en empêche de façon très menaçante. Quand je vois ce message à ce moment-là, je me dis qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je laisse passer ? Je contacte mon avocat, je demande conseil et il me dit non, tu ne peux pas laisser passer. 80 ans après la Shoah où les pires clichés antisémites ont tué 6 millions de juifs, je devrais me taire et avoir honte d'être juive ? Alors j'ai compris. J'ai compris qu'avec mon prénom, Shannon, j'ai compris qu'avec mon nom de famille, Seban, j'ai compris que parce que j'ai de la famille qui vit en Israël, que je parle hébreu et que j'en suis profondément fière, je devais en faire un combat. J'ai porté plainte. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nanterre et j'ai le plaisir d'annoncer ce matin à votre micro, monsieur Barbier, que l'affaire avance extrêmement bien et qu'avec mon avocat, monsieur Robin Binsart, nous avons appris que l'Office central de lutte contre les crimes de haine et les crimes contre l'humanité s'était saisi de l'affaire et que potentiellement nous pourrons très rapidement interpeller ce monsieur à son domicile au Japon. Alors la bonne nouvelle, c'est que la police réagit. La mauvaise nouvelle, c'est que faire sortir quelqu'un du Japon pour le juger en France, c'est très compliqué. C'est très compliqué, pourquoi ? Et pourquoi j'ai décidé d'en faire mon combat ? Parce qu'il y a un trou dans la raquette. Il y a un vide juridique qui est absolument scandaleux. Nous n'avons pas aujourd'hui de convention d'extradition entre la France et le Japon. Donc cet individu-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il a un site internet, il ferme tous les jours, dès que ce site est fermé parce qu'identifié comme étant un site avec des propos profondément antisémites et racistes, il est fermé, mais il réouvre avec un autre nom de domaine dans la minute qui suit. Et quand vous allez sur la page internet, les propos qui sont tenus sont abominables. Guerre raciale totale, suprématie du blanc, c'est abject. Et je devrais laisser passer ? Non. J'ai décidé de faire ce combat une de mes priorités et sachez ici ma détermination la plus totale.
Et est-ce que la police vous dit on a les moyens juridiques, diplomatiques d'agir ? Les moyens diplomatiques, je crois qu'à l'heure où je vous parle, non, mais c'est un combat qu'il faut mener. S'il y a un trou dans la raquette, si on mène un combat, c'est pour faire avancer justement des causes qui méritent d'être menées. Donc moi, si tout va bien, si les actes antisémites qu'on repère dans la rue, etc., on voit bien comment ça fonctionne, on dépose une plainte, c'est instruit, etc. Là, il y a un combat à mener, la haine en ligne. Et ce trou dans la raquette-là, il faut que ça fasse l'objet d'un combat qui soit unanime. Et les posts de cet individu sont relayés par des antisémites ici en France. On peut faire quelque chose contre les internautes, les usagers des réseaux sociaux ? Bien évidemment. Et like. Mais bien. Alors attendez, moi, ce que je veux vous dire ici, c'est que j'ai été particulièrement surprise. Et à votre micro, je veux saluer la réactivité de monsieur Gérald Darmanin et de monsieur Jean-Noël Barrot. Quand je leur ai signalé ces contenus-là, dans la minute, on m'envoyait un message de réponse pour me dire le site est fermé. Et cette réactivité-là, ça prouve qu'aujourd'hui, on a les moyens de le faire. Mais ça nécessite de faire une veille qui est permanente. En l'occurrence, il faut traiter le mal à la racine. Le mal, c'est cet individu et ses réseaux. Et s'il doit être incarcéré, c'est ce que je souhaite. Je rappelle qu'il a été condamné des dizaines de fois, qu'il est fiché S, recherché par Interpol, qu'il fuit lâchement ses responsabilités au Japon. C'est inacceptable. Un dernier mot sur votre visite à Auschwitz dimanche. Oui. Quel sens ça a pour votre génération ? Un sens qui est particulièrement important et j'encourage toutes celles et ceux qui le peuvent à se rendre à Auschwitz. C'était la deuxième fois que je me rendais dans les camps de la mort pour un voyage de mémoire. La première fois, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 15 ou 16 ans. J'étais sidérée, je suis restée muette et vous savez, j'ai eu un sentiment de culpabilité en revenant de ce voyage-là. Je n'ai pas réussi à transmettre et à faire ce devoir-là de transmission. Et en me rendant pour la deuxième fois, il y a quelques jours à Auschwitz, avec près de 180 femmes de toutes religions, de tous âges, voyage organisé par une très belle association qui s'appelle Langage de Femmes, j'ai compris. J'ai compris l'antisémitisme d'aujourd'hui. J'ai compris que rien n'est acquis. J'ai compris que l'antisémitisme peut ressurgir 80 ans après. Y compris sous une forme étatique, comme ça, avec toute la machine que les nazis avaient mis en place. Mais bien évidemment, vous savez, l'antisémitisme, c'est profondément irrationnel. Mais on l'a vu lors de la Shoah, ça a été organisé de façon rationnelle. Les camps de la mort, ça a été extrêmement rationnel, extrêmement organisé, de façon extrêmement militaire. Et aujourd'hui, on le voit bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'antisémitisme, c'est un combat qui se mène tous les jours et qui, aujourd'hui, se manifeste de façon encore plus sournoise. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut combattre. Il y a une France, quand même, qui est consciente de cela et qui est prête à se dresser contre l'antisémitisme. Oui. On l'a vu le 12 novembre. Oui, absolument. Absolument. Mais est-ce qu'on doit considérer que c'est un combat qui est acquis ? Non, parce que la lutte contre l'antisémitisme, elle est également à relier et à lier à d'autres formes de haine. La lutte contre le racisme, contre l'homophobie, contre l'islamophobie, bien évidemment, c'est quelque chose qu'il faut combattre, l'islam radical en lui-même. Mais la lutte contre l'homophobie, toutes les formes de haine, de racisme et de discrimination, c'est un combat commun. Shannon Seban, merci et bonne journée. Merci à vous, très belle journée. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain 7h45, votre invité sera Astrid Panossian, députée de Paris Renaissance. Radio J.